Le bilan du passage de l'ouragan Sandy dans le pays s'est alourdi. Les autorités haïtiennes ont fait état dimanche de 52 morts, 20 disparus, dans le cadre d'un bilan partiel après le passage de l'ouragan. Le bilan est lourd puisque l'ouragan n'avait pas réellement touché les côtes haïtiennes. La directrice de la protection civile, Alta Jean-Baptiste, n'avait pas précisé samedi les régions ayant enregistré les plus lourdes pertes en vie humaine. Toutefois, le département du Sud pourrait être la région la plus sévèrement touchée, avec 18 morts et de nombreuses destructions dans l'agriculture et les réseaux routiers. En outre, 19 personnes ont été blessées lors d'incidents divers enregistrés pendant les 3 jours d'averse. Nous avons un bilan qui fait état de 52 morts confirmés. Gagné 20 disparus, 20 blessés. Gagné un monde qui était porté disparu l'autre jour, dans le bilan que nous avons l'autre jour, que yo vinn joindre. Et yo joindre vivant. C'est dans la commune Plaisance. Où est douleur famille ça, t'a gagné, si que nous-mêmes comme techniciens, nous te dit mourir. Donc c'est toute ces leçons ça pour nous tirer qui pour permettre que nous ayons une meilleure compréhension de qui genre un système géré en information. Parce que gestion en information est faite selon des principes, selon des procédures. C'est ça que fait nous toujours inviter magistrats, CASEC, ASEC, envoyons information finie, surtout sur les gens qui mourent, pour être sûr que les gens qui mourent auront toute information sur lui. Ce n'est pas parce que yo dit yo pas un tel pour nous dire mourir et puis là yo pas dit que il y a 100 morts et puis pour nous comprendre que c'est un problème. Non, il y a vinn dire automatiquement que le confirmer. Nous commençons à comprendre que l'agriculture là subit de grands dommages. Le ministère de l'Agriculture mettait tout un mécanisme en place pour poursuivre collecte d'informations relatives à bilan sectoriel qui est capable d'arriver même jusqu'à déterminer perte économique que le secteur agricole là subit par rapport à passage cyclone Sandy sous pays d'Haïti. Pour qu'on y a, nous capables de tout habitat tout dommage considérable et monde qui était dans abri provisoire yo commencé à retourner. Et surtout nous connaissons un pays tant que pays d'Haïti en pile abri provisoire c'est dans l'école faciliter reprise activité scolaire si moun yo déjà perdu 2 jours là par rapport à cyclone donc pas quitter ou perdu plus donc depuis une possibilité ça c'est pour moun yo quitter l'école et que yo aller kay voisin aller kay amis et yo capable permettre que ti moun yo à l'école. L'alerte rouge a été levée samedi par les responsables du système national de gestion des risques et des astres. Cependant, le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, a exhorté les citoyens à être vigilants. Pas de cyclone qui est capable de former du tout, que ce soit sous bassin Caraïbe là, que ce soit sous bassin Atlantique là, dans 4 prochains jours ça yo cap finir là. Donc nous demandons tout le monde tête frette, yo pas besoin de paniquer pour faire cyclone, pas occuper vieux humain cap courir. Pas de cyclone qui menace. Mais cependant, niveau saturation sol là, il a toujours été élevé jusqu'à présent. Donc ça veut dire pour toute semaine, ça va venir là, les modèles prévoient des averses et avec orage, mais de manière vraiment isolée, que ce soit sous domone ou bien sous pleine yoto. Mais ce n'est pas des averses de forte intensité. Mais par contre, étant donné la capacité d'absorption sol là, il diminue, il réduit sérieusement. Donc, nous avons demandé tout le monde, nanti avec ça, les où est tombé, montrer quand même un petit gens vigilant parce qu'il y a un petit risque encore inondation, glissement de terrain, éboulement. Donc, c'est pour ça pour être capable de protéger Timounio, protéger les personnes âgées, protéger les personnes handicapées. Donc, c'est ça, n'a pas tiré attention. Nous lançons quand même un petit avis de vigilance par rapport à Tia avec ça qui c'est pas cyclone du tout, pas un cyclone qui menace nous. Mais par contre, il est capable de provoquer inondation, il est capable de faire rivière descendre encore. Or, comme nous connaissons, c'est là nous enregistrons généralement plus perte en vie humaine, c'est non forcer à traverser rivière, forcer à traverser rivière, cap descendre tant pour souffler. Tant pour souffler, Madame Jean-Baptiste m'a dit pour me dire nous, tant pour souffler, pas à traverser rivière, cap descendre.
Le gouvernement a procédé ce dimanche à la distribution de 1500 paniers de solidarité et 1500 bons d'urgence pour venir en aide à la population de Kinskov suite au passage du cyclone Sandy sur cette commune. Selon le Premier ministre Laurent Lamotte, ce programme dénommé « Panier de solidarité » vient augmenter le nombre de programmes d'assistance sociale déjà mis en place par le gouvernement et veut contribuer à la relance de la production nationale tout en encourageant les cultivateurs et entrepreneurs à accroître leur production. Nous parlons avec maman, nous parlons avec papa petit, ils expliquent nous les problèmes que nous avons, ils expliquent nous la misère passée. Et ils expliquent nous tout, et nous disent tout que nous-mêmes nous venons avec un nouveau programme de protection sociale, que c'est la première fois dans l'histoire du pays que nous avons un programme de protection sociale qui met sous pied, qui est le programme national de protection sociale et des peuples. Donc avec ça, son programme il y a 13 sous-programmes là-dedans, il y a tirement chéri, il y a panier solidarité, il y a l'école Timounio, il y a alphabétisation. Il y a différents programmes qui vous viennent en aide à la population qui a souffert. Avec le programme, ça, nous jugeons que le gouvernement est capable de venir en aide à des centaines de milliers de monde. Par exemple, le programme Tirement Chéri a 100 000 membres qui ont bénéficié. Panier Solidarité a 50 000 paniers par mois qui vont distribuer dans tout le pays. Donc, c'est un programme massif que le gouvernement fait pour justement protéger les peuples qui ont souffert et en même temps tout pour relancer le marché agricole. Parce que nous avons essayé non seulement de gérer l'urgence, mais de gérer la prévention. Or, là, il y a un gros groupe de monde qui est battant. Le problème qui vient de passer, c'est que le monde est très vulnérable. Donc, chaque fois qu'on tire la pluie, chaque fois qu'on tire vent, tant que écraser la pluie, entrer sous mon yo, donc mon yo pral toujours dans des circonstances difficiles. Donc, c'est pour ça que nous avons travaillé avec partenaires pour nous capables de travailler sur retirer tout le monde en battant. Nous retirons déjà 1000 familles, donc plus que 5000 personnes en battant, et dans quoi des bouquets. Donc, nous allons continuer à avancer sur ça. Et il y a un gouvernement vénézuélien qui a envoyé un avion avec 13 tonnes mangées et un bateau avec 240 tonnes. Il y a du riz, spaghetti et tout. Donc nous allons faire la dernière FAS et nous allons courir le programme, panier solidarité, nous allons courir le programme et des peuples là. Les autorités judiciaires haïtiennes ont officiellement lancé le week-end écoulé les poursuites contre l'homme d'affaires Clifford Brandt. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Gérald Benorgues, avait auditionné l'inculpé dans l'après-midi du jeudi 25 octobre. Assisté de son avocat, maître Jean Vandal, M. Brandt a avoué avoir été impliqué dans l'enlèvement des 2 enfants de la famille Moscoso. 4 autres personnes ont été également incarcérées sous les mêmes chefs d'accusation, ont été interrogées par le parquet de Port-au-Prince. À l'issue de l'audition, M. Brandt a été conduit au commissariat de Carrefour. Interrogé sur le transfert de M. Brandt du pénitencier à la prison civile de Carrefour, le chef du parquet a expliqué que cette décision est motivée par des considérations liées à la sécurité du détenu. Nous avons un dossier assez sensible. Nous avons pris les dispositions qu'il faut, a martelé M. Norgues. Le commissaire Norgues, qui a promis de transmettre le dossier dans le meilleur délai à un juge instructeur, révèle que les poursuites seront lancées contre 4 autres personnes, dont la secrétaire de M. Brandt. Toutefois, le commissaire du gouvernement se propose de poursuivre les investigations afin d'identifier les autres personnes impliquées dans l'enlèvement des 2 enfants Moscoso. Les recherches seront réalisées en collaboration avec la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ. Et dans le cadre de l'enquête, les autorités judiciaires ont apposé samedi des scellés sur la compagnie haïtienne de moteurs, connue sous le nom de Maison Mazda. Cette entreprise, spécialisée dans la vente de voitures et d'accessoires, est située dans la zone de Delma 2. L'architecte Ronald Pinson et la sociologue Michèle Auriol plaident en faveur d'une réorientation de la politique du gouvernement en matière de prévention des catastrophes naturelles. Ils estiment que les autorités doivent apporter de préférence une réponse structurelle au lieu d'agir en pompier. Ils intervenaient à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole ce lundi. Nous avons 10 chefs-lieux de département, donc 10 capitales départementales, dont 9 sont des villes côtières. Parce que si on prend Fort-Liberté, Cap, Port-de-Paix, il n'y a que Hinche qui soit au milieu. Nous avons 9 villes côtières, donc nous avons un problème sérieux. Nous avons 9 capitales départementales exposées au même problème. Port-de-Paix, quand il pleut, c'est la catastrophe. On parle de l'aménagement du territoire. Ça ne passe pas obligatoirement par la délocalisation. Ça passe par l'encadrement de la ville, le ralentissement. Le ralentissement aussi de la construction, parce que quand les gens vont construire,
les gens construisent n'importe où, n'importe comment. J'ai vu un canal de drainage et j'ai vu les gens installer en travers du canal des containers, des maisons en béton, à l'entrée des cailles. Et sous lesquels passe l'eau. C'est là que le problème se pose. Les lois sont là. Les gens disent, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Mais ça se fait. La région métropolitaine, globalement, c'est quasiment le tiers de la population du pays. Donc il y a une attention particulière à apporter à cette capitale et il y a des réponses à trouver. Et moi, je crois que Port-au-Prince est fondamentalement sur un bassin versant aussi. Donc, de la même façon qu'on approche la question des bassins versants et de la gestion de l'eau sur les bassins versants à la campagne, il faut gérer Port-au-Prince et concevoir Port-au-Prince comme étant un bassin versant complètement colonisé par la ville, ou ce qui nous tient lieu de ville. Et il y a un certain nombre de choses à faire, il y a des zonages à faire, il y a à gérer les questions foncières pour permettre que les gens ne s'installent pas, aient la possibilité en même temps de créer du bâti, mais ne se retrouvent pas dans des zones à risque. Donc, et ça, c'est un gros boulot à faire. Il y a toute la mise en capacité des institutions de contrôle. Aujourd'hui, les mairies sont désarmées en termes de compétences techniques, en termes de références légales, que pour pouvoir intervenir de façon efficace. Donc, encore une fois, ce sont des problèmes complexes. On ne peut pas dire c'est la déforestation où les gens ne sont pas là où il faut, c'est certain. Mais il y a la mise en capacité des institutions pour leur permettre de gérer ces questions. Et ce sont des questions, encore une fois, complexes et qui ne peuvent se gérer que dans le long terme. Mais il faut commencer.